Bonjour les Homo sapiens. Bonjour les Homo sapiens. Bonjour les sanguisogous. Peux-tu nous expliquer ce salut si original? Alors, ce salut, c'est parce que l'humanité se divise en trois grandes familles de personnes. Alors, certains vont dire qu'il y en a plus, mais il y a trois grandes familles. On dit que nous sommes les Homo sapiens, les hommes de sagesse. Enfin, ça fait un peu rire quand on voit comment fonctionne la société. On peut se demander où est passée la sagesse. Nous dirons que voilà, l'homme est un être de réflexion qui va penser pour vivre mieux, pour chercher le bonheur, pour donner un sens à sa vie. Donc, on va dire Homo sapiens. Après, on a fait un jeu de mots. Homo sapiens, c'est ceux qui dorment, ceux qui ne se posent pas de questions sur la vie. Ceux qui ont leurs idées préconçues et ces idées leur suffisent. Les autres ont tort, ils pensent comme ça. La vie est un long fleuve tranquille. Voilà. Et donc, voilà, la vie c'est ça, on va pas la changer, et puis on vit, et on s'arrête là, on va pas plus loin que d'écouter des informations sans se poser des questions sur la réalité, si c'est vrai, si c'est faux, si on nous manipule, etc. Et puis les derniers, excusez-moi, les Homo sanguisogous, c'est les suceurs de sang. Alors les suceurs de sang, les vampires, ce ne sont pas que ceux qui nous dirigent, ce ne sont pas que le patronat. C'est toutes les personnes qui utilisent son pouvoir pour en profiter. C'est-à-dire qu'on va remarquer qu'à tous les niveaux, on profite. Quand on prend un garagiste qui va profiter de l'ignorance du client qui vient faire réparer sa voiture, eh bien il en profite. Et il en profite, mais à la limite de son pouvoir, la limite du pauvre garagiste. Par contre, le chef de service, déjà, peut en profiter un peu plus. Le chef d'entreprise, encore plus. Quelqu'un du gouvernement, encore plus. Sont-ils plus mauvais? Ou est-ce que c'est le pouvoir qui les rend encore plus mauvais? Cette question est fort intéressante à s'interroger. Voilà. Donc, nous sommes devant une société qui est composée de ces trois types de personnes, et chacun d'entre nous a un peu de ces trois personnes. Alors, pourquoi cette nouvelle série, cette série de vidéos qu'on veut faire? Alors, notre objectif va être un peu différent des lanceurs d'alerte. Les lanceurs d'alerte portent un regard vers l'extérieur. Ils regardent ce que font les gouvernements. Alors, c'est très important. Pas que les gouvernements, mais essentiellement, oui. Les gens de pouvoir, on va dire. Voilà, les gens de pouvoir. Voilà. Les gens de pouvoir qui sont les gens de pouvoir politique et les gens de pouvoir économique. Car dans le monde, il y a deux grands pouvoirs. C'est le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et donc, ces gens-là, déjà, je tiens à les saluer pour ce qu'ils font, parce qu'ils permettent d'ouvrir les yeux en nous montrant ce qui est un peu caché. Nous saluons leur courage, parce qu'ils prennent des risques. Certains le disent, ils ont des menaces, etc. On tient en particulier à saluer Silvano Trotta, et certains lanceurs d'alerte sont très intéressants parce qu'ils nous fournissent des documents. Dire que c'est pas simplement il y a ça, mais il y a tel document, tel journal, tel média dit ça, telle revue scientifique a dit ça. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est pas un lanceur d'alerte que l'on va dire c'est un rigolo. C'est il fournit des preuves. Il fournit la matière. Voilà, il fournit de la matière à réflexion, oui, et qui nous amène à nous interroger. Nous interroger, c'est pas rester en disant Silvano Trotta, par exemple, détient la vérité et j'en deviens inconditionnel. Même si moi j'apprécie beaucoup nous apprécions beaucoup ce qu'il fait, mais nous pensons que ce qu'il fait est quand même dans le sens du monde, c'est-à-dire ce regard extérieur. Et je vais vous donner un exemple rapide, c'est si on prend Israël et la Palestine. Combien y a-t-il eu de traités signés entre Israël et la Palestine?
des traités de paix, des trêves, etc. Pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la paix intérieure. Sans la paix intérieure, vous ne pouvez pas avoir de paix extérieure. Tout ça, c'est que des signatures. Moi aussi, je vous signe un papier si vous voulez. Là, on décide avec Didier quelque chose. Tiens, on veut la paix avec telle personne. Je signe le papier, mais la personne, je ne l'aime pas. Et la première chose qu'il va faire, c'est que dès qu'elle va faire quelque chose qui ne me plaît pas, je vais être à nouveau en guerre avec elle. Non. Si je suis en paix, je ne vais pas réagir comme ça. Et ma relation avec cette personne va inévitablement changer. Donc, le travail il commence par un travail intérieur. Et ce travail intérieur a deux directions. Mon intérieur et l'intérieur de ce qu'il y a en face de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on me dit ça? Mettons, c'est simple. Pourquoi d'un côté on me dit blanc et de l'autre côté, pour la même chose, on me dit noir? Comment, moi, sans avoir les connaissances, je peux savoir qui a raison? Je suis obligé de m'interroger. Je suis obligé de m'interroger. J'ai un document fourni par un lanceur d'alerte qui me montre que, mettons, l'hydrochloroquine est bonne, et l'autre qui me dit que c'est mauvais. Qui a raison? Voilà. La question, nous, on veut l'aborder autrement. On ne veut pas l'aborder en regardant à l'extérieur, on veut le regarder avec un regard intérieur sur soi-même et intérieur sur ce qu'on nous présente. D'accord? Voilà l'objectif de ça. Mettons, il y a une chanson que j'apprécie beaucoup, je ne sais pas, Didier, L'air de la bêtise de Jacques Brel. Pourquoi? Parce que c'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il fait dans cette chanson? Allez sur Internet, vous pourrez l'écouter. Vous mettez l'air de la bêtise, et vous verrez, il regarde à l'extérieur et il voit la bêtise. Et il l'appelle Dame Bêtise. Il l'a humanisé. Il la personnifie. Dame Bêtise, parce que c'est chaque personne qui porte cette bêtise. Et dans cette chanson, Jacques Brel a le courage de dire le soir, quand il rentre chez lui, qu'il regarde le miroir, qu'est-ce qu'il voit? Il voit aussi chez lui Dame Bêtise. Ben voilà, le courage, c'est aussi de se regarder. C'est pas se dire les autres sont les mauvais et moi je suis le bon. C'est s'interroger sur soi-même. C'est s'interroger sur soi-même et s'interroger aussi, si on avance sur soi-même, on avance sur l'extérieur. Parce qu'on va se rendre compte que l'extérieur, c'est pas si simple que ça. C'est pas et je voulais en arriver à ça. C'est aussi une erreur de notre société, c'est qu'on est dans un monde qui travaille d'une manière binaire. Mauvais, bon, t'es où, t'es bon ou t'es mauvais. Mais c'est faux. C'est pas comme ça. Le monde, il n'est pas binaire. Le monde, il est trinaire. Il est trinaire, triple, trinitaire, on pourrait lui donner, parce qu'il y a différentes triplicités. C'est que, mettons, l'homme, il est entre le mauvais et le bien. Mais le mal absolu et le bien absolu, que l'on ne connaît pas. On est entre les deux. Et l'homme fait des choix. Et il prend une direction. C'est pas la même chose. Il n'est pas mauvais, il prend une direction vers le mal. Ou il prend une direction vers le mal. Parce que la vie, c'est quoi? C'est un déplacement. C'est un déplacement dans le temps. Donc on suit un chemin. Et c'est ça qui est important à comprendre. On suit un chemin. Et ce chemin, il prend une direction. Vers le bien ou vers le mal. Vers quelque chose de meilleur ou vers quelque chose de moins bien. Et donc, on se trouve devant ça. Et donc, l'homme doit penser d'une autre manière. Il doit se poser des questions. C'est pas ce que je vois, c'est bien ou pas bien, c'est vers quoi ça me conduit. Et ce n'est plus du tout la même question. Et en parlant de ça aussi, ça pose une autre triplicité qui est celle des apparences, de la réalité et de la vérité. Une apparence n'est pas obligatoirement... quand vous avez un accident, on va dire que cette apparence de l'accident amène
pas une réalité, mais des réalités. Parce qu'en fonction de la place qu'a l'observateur et du moment où il regardait, il n'a pas la même réalité. C'est pour ça qu'une enquête demande plusieurs témoins. Ils ne présentent pas la même réalité. Et le rôle des enquêteurs, c'est de rassembler des réalités vues qui sont des apparences qui deviennent des réalités pour chacun, pour essayer de retrouver la réalité de l'accident qui est derrière, la vérité de l'accident qui est derrière. Donc on va voir qu'il y a 3 niveaux, l'apparence, la réalité et la vérité. Alors le problème c'est qu'aujourd'hui quand on vit, on a la première chose que l'on voit, ce sont toujours les apparences. Après, quand on s'interroge, etc., on va voir des réalités. Mais ce n'est pas encore la vérité. Et donc, voilà, le cheminement, il va toujours des apparences aux réalités, à la vérité. Et donc, c'est un peu le cheminement que nous voulons... c'est un début de cheminement vers ça que nous voulons voir avec vous. N'y a-t-il pas des risques de faire fuir ceux qui pourraient nous regarder? Alors, il y a un livre de René Guénon qui s'appelle « Le règne de la quantité ». Alors nous, avec Didier, on a pris la décision de se moquer de la quantité. On ne cherche pas à avoir 50 000 abonnés. Si on a 50 000, très bien. Si on a 50, très bien aussi. Le but de nous, c'est la qualité. La qualité. Il est difficile d'associer les deux. Les voitures de très grande qualité sont des voitures qui ne se font pas en grande quantité. Malheureusement, dans notre monde de consommation, cette qualité va être reliée à la quantité d'argent. Et on va voir que cette qualité, elle est déformée par cette notion de quantité qui va être la quantité d'argent. Mais quand on parle d'une manière personnelle, on est dans la qualité et pas dans la quantité. Ça pose une énorme question sur notre manière de vivre. Est-ce qu'il faut vivre beaucoup de choses, c'est-à-dire une quantité de choses, mais superficiellement, mais ce qui entraîne une certaine superficialité, ouais. Ou est-ce que simplement je vis moins de choses, mais je les vis plus profondément? Et donc ça va être une question importante dont nous parlerons aussi. Parce que, voilà, nous, ce que l'on veut, c'est plus parler de qualité que de quantité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la qualité d'un individu? C'est pas 50 000 choses. Ça va être la profondeur qu'il va avoir devant la vie. C'est pas la quantité d'argent qu'il va avoir, c'est pas la quantité de biens, c'est pas la quantité de ce que l'on veut, et c'est pas la quantité d'activité. Les gens, ils sont là pour vivre, il faut faire un tas de choses. Ah, j'ai bien vécu, cette semaine j'ai fait du sport, j'ai été au restaurant, j'ai été au cinéma, etc. Est-ce que c'est ça vivre? La question réelle, c'est est-ce que c'est ça vivre? Ou est-ce que c'est la personne qui s'interroge sur un sujet et qui va le méditer, qui va se documenter sur ce sujet-là et qui va chercher à savoir un peu plus profondément ce que c'est, lequel vit le plus, eh ben, on peut s'interroger. Voilà. Et donc nous, notre objectif, c'est ce règne de la qualité. Et ça me fait penser à Sœur Emmanuelle. Elle disait, en fait, son activité, elle était presque unique. C'était s'occuper des pauvres. Et l'important, comme elle le dit, et elle est à la fin de sa vie, parce qu'on ne peut en parler que quand on est à la fin de sa vie. Elle dit, j'ai eu une vie pleine d'amour. Et elle a vécu pleinement parce que cet amour, elle l'a fait fructifier, elle en a fait quelque chose. Et il y a les gens qui vont faire du sport, qui vont aller faire plein d'activités, etc. Qu'est-ce qu'ils vont avoir fait? Elle, quand elle arrivait, qu'elle était âgée, sa vie, elle avait eu un sens.
Elle avait donné beaucoup d'amour, et tout cet amour qu'elle avait donné avait permis à des gens de sortir de la misère. Et ça, sans quantité, parce qu'elle n'avait pas un sou. Quand vous savez comment ça s'est passé, quand sœur Emmanuelle a quitté sa congrégation religieuse, les sœurs lui ont dit on ne peut rien donner parce qu'on n'a pas. Parce que c'était une congrégation pauvre. Elle a dit la seule chose qu'on peut te donner, c'est l'argent qu'on te donne déjà pour pouvoir vivre un peu. Elle leur a dit ça me suffit. Et où elle a vécu, elle a été vivre avec les chiffonniers du Caire, dans les ordures. Et en vivant avec eux, en leur donnant beaucoup d'amour, et en agissant, elle est arrivée à faire des choses énormes. Et il y a des gens qui ont plein d'argent, qui font des entreprises et qui n'en font rien parce que ça ne marche pas. Elle, avec rien, elle a transformé la vie de centaines de gens à qui elle a su donner du bonheur et aller sortir de la misère, puisque avant les chiffonniers n'allaient jamais à l'école. Elle a même créé une école pour les chiffonniers et certains maintenant sont même médecins et s'occupent des chiffonniers du Caire. Il faut savoir qu'en un mois de temps, déjà, elle avait révolutionné quelque chose. C'est que les femmes n'ayant pas d'argent, elles accouchaient dans les ordures du Caire. Et il y avait un enfant sur deux qui mourait un bébé qui mourait du tétanos. Parce que pour couper le cordon ombilical, ils utilisaient des couvercles de boîtes de conserve, etc. Et bien, elle a diminué. Elle a divisé par je ne sais plus combien le nombre de morts parce qu'elle aura simplement appris à faire bouillir ces couvercles dans de l'eau pour les stériliser. Écoutez, avec rien, elle est arrivée à faire quelque chose de fabuleux, de sauver pas une vie, mais des dizaines de vies. Donc elle a eu une vie pleine. Voilà. Ça, c'est une vie pleine. Et elle, quand elle est morte, elle ne se posait pas les questions. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? Parce qu'elle avait fait quelque chose d'important. On pourrait se poser les questions, parce que ça pose la question, qu'est-ce que l'essentiel? Et les gens ne se posent pas la question de l'essentiel, ils se posent la question, il faut que je vive plein de choses. Et c'est pas ça, c'est pas une question de l'essentiel, ça. Qu'est-ce qu'est l'essentiel? Et cette réponse à l'essentiel ne peut être que personnelle. Parce que l'essentiel n'est qu'une prise de conscience. Et cet essentiel, eh ben, ça demande et nous en parlerons. Il y aura une émission sur l'essentiel parce que ça interroge énormément. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? Voilà. Y a-t-il une autre question derrière? Non. Vois-tu une? Alors, je rajouterai quelque chose. C'est que, déjà, Didier et moi, nous sommes chrétiens. On ne va pas vous le cacher, parce que si vous venez et tout ça, on pense tellement de choses mauvaises sur les catholiques. Notre but, c'est pas du tout de convertir les gens. Nous ne sommes pas là pour convertir, on est là pour des prises de conscience. Une prise de conscience qui va au-delà... qui est déjà prendre conscience des valeurs des relations humaines. Et je citerai quand même quelque chose d'un pape. C'est que Ratzinger, il dit que la chose quand même qui doit être en premier, c'est notre conscience. C'est-à-dire qu'on peut être croyant, mais c'est pas parce qu'un prêtre me dit quelque chose que je dois obligatoirement adhérer à ce qu'il dit. Et je vais donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui l'Église, au niveau du Covid, impose certaines choses, et moi je n'adhère pas à ça, et je ne le cache pas. Pourquoi? Parce que ma conscience me dit non. Et ma conscience, elle est importante parce que c'est ma conscience. Et dans ce travail intérieur, c'est justement aussi rentrer en rapport avec sa propre conscience. Parce que, qu'on le veuille ou pas, et quand on entend parler les gens, mettons moi je l'ai vu en entreprise, des gens qui étaient dans les syndicats, et puis qui d'un certain côté étaient des suceurs de sang, parce qu'ils faisaient des bidouilles de leur côté. Ils pensaient à eux, c'était plus communiste, ça vient de commun, être les choses en commun. Mais là, ils pensaient qu'à eux.
excusez-moi de le dire, hein. Et il faut avoir cette réalité. Donc la première chose, c'est ma conscience. Qu'est-ce que me dit ma conscience? Si je suis en désaccord avec ma conscience, je ne peux pas être heureux. Et aujourd'hui, pourquoi y a-t-il tant de gens qui sont en dépression, qui sont allés voir des psys, qui prennent des médicaments pour se sentir mieux, qui sont obligés d'aller en maison de repos? Alors des fois, il y a des chocs de la vie. Je ne dis pas que c'est tous. Oui. Mais une grande partie, c'est parce qu'ils ne sont pas en harmonie entre leur pensée, leur agir et ce qu'ils voudraient. Et donc, comme ils sont un peu en désaccord avec eux-mêmes. Certains vont dire qu'il faut être honnête, et puis on va profiter de certaines choses de la vie, dans laquelle l'honnêteté n'est plus tout à fait présente, hein, où on va parler de moralité, et si on regarde la moralité, des fois, ah oui, il faut penser aux autres, il traverse la rue, il y a une petite vieille qui a besoin qu'on l'aide à porter son sac. Il ne la regarde même pas. Il la regarde même pas. Est-ce que vraiment c'était penser aux autres? Et quand on regarde notre société qui est devenue une société individualiste et pleine d'incivilité, on peut se poser des questions sur la conscience. Et donc voilà. Donc le Ratzinger, qui a été le pape Benoît XVI, il nous dit voilà, l'important c'est d'être en relation avec notre propre conscience. Et je voulais dire un mot avant de terminer, c'est que Didier parle moins que moi, mais nous préparons les émissions tous les deux. Et Didier pose les questions, mais il faut savoir que les questions, c'est extrêmement important. Parce que les gens ont plein de réponses, sans s'être posé de questions. Mais attendez, sans question, pourquoi avoir une réponse? Il faut déjà se poser la question. Si nous regardons la crise actuelle, il y a des questions à se poser sur lesquelles on ne peut pas donner de réponse. Pourquoi le gouvernement a-t-il changé d'avis continuellement? Masque, pas masque, confinement, pas confinement, etc., etc., etc. Jusqu'à une ministre qui nous a dit « Oui, nous avons menti pour la bonne cause ». Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est pas simplement de voir, c'est de le prendre en compte et de se questionner. Donc ça mérite une question. Pourquoi y a-t-il des avis différents? Pourquoi des sommités scientifiques ne sont pas d'accord sur un même sujet? Attendez, mais c'est la science. Normalement, la science, avec ses observations, devrait dire les choses. Et on va se rendre compte, si on est honnête dans son regard, c'est-à-dire que on nous a amené la peur par la répétition de messages, par l'utilisation de chiffres manipulés, pas obligatoirement faux, mais manipulés. Un exemple, tous les ans quand il y avait la grippe, on nous parlait de la mortalité. Cette année, on nous parle de la létalité. Attendez, pourquoi cette année on nous parle de létalité, pas de mortalité? Vous vous êtes interrogé sur ça? C'est important de s'interroger sur ça. Parce que la différence, c'est que la mortalité, c'est par rapport à la population, et la létalité, c'est par rapport aux malades. C'est sûr que la létalité a un pourcentage beaucoup plus élevé, et que le chiffre fait beaucoup plus peur. Donc, excusez-moi de vous le dire, on nous parle de létalité parce que ça fait peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez le taux de mortalité, en France, il est de 0,05%. Ben, vous faites 70 millions d'habitants, 30 000 morts. Ça fait moins de 0,05%. Je ne suis pas un mathématicien, tout ça, mais je sais faire un peu de calcul parce que j'étais bon en maths quand même. Et donc, quand vous faites le calcul, c'est moins de 0,05%. Si 0,05% de morts dans une société, c'est une pandémie, excusez-moi. C'est quoi une vraie pandémie? C'est quoi quand il y a 20 ou 30% de la société qui meurt? Attendez, mais vous rigolez. La pollution, c'est 7 millions de morts dans le monde. Là, si on regarde, c'est combien? C'est 10 fois moins avec le Covid. 10 fois moins. Lequel est une pandémie? La pollution? La faim dans le monde? C'est combien de personnes?
Ouf, mon Dieu. Et c'est pas une pandémie? Mais c'est pas, on parle moins des gens qui meurent de faim. Ah mais c'est vrai, nous les Occidentaux, ça ne nous touche pas parce que c'est surtout dans des pays en voie de développement. C'est vrai, donc ça ne nous touche pas. Donc la pandémie, elle n'est pas chez nous. Donc on s'en fout. Et votre conscience, elle est où là? Voyez la conscience? C'est que moi j'ose le dire. Nous, pardon, excuse-moi Didier, nous osons le dire. Enfin, tu parles pour moi. Nous osons le dire. Nous osons le dire. C'est vrai. Quand nous voyons les chiffres sur ça, excusez-moi de vous le dire, les maladies diarrhétiques, c'est des chiffres qui sont beaucoup, beaucoup plus importants que le Covid-19. Mais ça gêne moins parce que c'est pas tellement... C'est vrai qu'en France, excusez-moi de parler comme ça d'une manière un peu, comment on pourrait dire... primaire, mais la diarrhée tue pas beaucoup de monde. Hein. Mais en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, y a plein de morts. Ils n'ont pas cherché un vaccin? Ils n'ont pas cherché un truc? Ah, ça les intéressait pas. C'est des pauvres. Ils sont trop nombreux. Oh. Et nous, alors, les bons occidentaux qui mangeons bien et qui digérons bien, ça ne nous gêne pas? Vous voyez, si on se pose vraiment les problèmes, ils se posent comme ça. Hein. Et là, on va, puisque c'est notre première émission, on va être modeste sur ça. Et donc voilà, nos émissions seront faites, nos petites vidéos seront faites pour que on se pose des questions, plus que pour dire c'est ça la vérité. Parce que la vérité, excusez-moi de vous le dire, mais elle dépasse chaque humain que nous sommes. Nous cheminons vers la vérité, mais elle nous dépasse totalement. Même la science, aujourd'hui. Regardez la France, qu'on disait un des pays les plus en avance médicalement, est un des pays aujourd'hui qui a les plus mauvais chiffres mondiaux. Les Français devraient peut-être se poser des questions. Est-ce qu'on nous manipule? Est-ce qu'on se fout de nous? Ou est-ce qu'il y a un autre problème derrière? Puisque notre système de santé était un des meilleurs au monde. Aujourd'hui, son résultat est un des plus mauvais au monde. Est-ce que nos gouvernements ne sont pas un peu en cause? Et ben voilà, pour aujourd'hui, ça va être fini. Et voilà. Alors, la prochaine fois, nous parlerons de l'importance des mots utilisés, du langage et de la manipulation qu'ils apportent. Au revoir. Au revoir.